Donc, bonjour à tous et à toutes. On vous a laissé un petit 3 minutes de grâce pour vous connecter avec nous aujourd'hui pour cette table ronde. Donc, 20 ans du Conseil du patrimoine de Montréal et de l'Office de consultation publique de Montréal. Je me nomme Véronica Bradin-Mouton. Je suis coordonnatrice sensibilisation éducation chez Héritage Montréal. Et avant de céder la parole à mon collègue Dinou Boumbarou, je voulais juste vous faire un bref mot technique. À savoir, aujourd'hui, on est en mode webinaire, donc sur Zoom et également sur les réseaux sociaux. Donc, lorsque nos intervenants auront terminé leur présentation, ce sera un moment d'échange. Donc, je vous invite à partager vos questions, à les poser dans l'onglet questions et réponses si vous êtes sur Zoom. Et sinon, on fait également la veille sur les réseaux sociaux. Puis, on va essayer de prendre un maximum de questions là, dans l'heure et quart qui nous est alloué ensemble aujourd'hui. Donc, petit mot technique terminé, je passe donc la parole à Dinou Boumbarou, président des politiques chez Héritage Montréal. Donc, la parole est à vous. Merci et bonne table ronde. Merci, Véronica. Bonjour tout le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cet échange qu'on espère pertinent, intéressant, mais aussi beaucoup à la fois tourné sur des enseignements de décennies d'action montréalaise en matière de participation, de consultation, de patrimoine, mais aussi tourné vers l'avenir. C'est d'ailleurs le thème qu'on a choisi, la place du Conseil du patrimoine, de l'Office de consultation publique de Montréal, mais également de démarches de concertation qui sont de plus en plus nombreuses dans le Montréal du futur, notamment à l'occasion de son 400e, dans 20 ans. Alors, projetons-nous un peu dans l'avenir. C'est une table ronde qui durera jusqu'à vers 13h15, hein, juste pour s'assurer que si on a beaucoup de choses à dire, on va essayer de se retenir, de se contenir, mais aussi peut-être d'ouvrir des portes avec les invités qui ont accepté notre invitation. Un petit mot d'introduction. Il y a 20 ans, Montréal entrait dans une nouvelle ère. En 2002, la loi sur la réforme municipale entrait en vigueur. Des élections avaient eu lieu en 2001 qui avait formé une nouvelle administration qui couvrait l'ensemble de l'île de Montréal, le territoire de l'ancienne communauté urbaine de Montréal. Dans ce contexte-là, la charte de la ville prévoyait et avait des mesures spécifiques. En fait, elle enchâssait la création d'un office de consultation publique pour Montréal et d'un conseil du patrimoine pour Montréal également. Alors, il y a eu également un sommet très important en juin, c'est le sommet de Montréal qui a essayé d'incarner cette nouvelle ville avec toutes sortes de nouvelles pratiques dans un certain nombre de projets et de démarches. La formalisation de ces deux instances a été aussi appuyée lors de ce sommet. Pour sa part, Héritage Montréal a œuvré un peu en arrière pour que Montréal, à travers ce processus de fusion, ne laisse pas tomber l'occasion rêvée que constituait cette réforme pour se doter d'un mécanisme pérenne en matière de consultation publique. On avait eu l'expérience du Bureau de consultation de Montréal sous l'administration de Jean Doré, qui a été aboli en claquant des doigts par la nouvelle administration en 1994 parce qu'elle n'était pas protégée par la charte. Montréal n'était pas doté d'un mécanisme comme un conseil du patrimoine. On a pris le modèle, pourquoi pas aller trop loin. On est allé voir à New York ce qu'il y avait et ça nous a inspiré pour nos représentations auprès de la ministre de la Métropole, Mme Harel, et du gouvernement du Québec. Malheureusement, bon, il y a eu toutes sortes de démarches autour de ça. L'anniversaire que nous soulignons cette année est important. D'ailleurs, le milieu universitaire a tenu un grand colloque il y a quelques semaines à peine sur les 20 ans de l'Office de consultation publique, mais aussi 20 ans de consultation publique au pluriel. Donc, essayer de tirer des enseignements des différentes expériences de ce côté-là. Alors, on voudra peut-être que cette table
complète, ajoute, éclaire davantage en mettant en perspective plusieurs instances, pas juste l'Office, mais également le Conseil du patrimoine. Et on pense que la table de concertation du Mont-Royal est aussi une expérience intéressante. On aurait pu penser au comité Jacques Vigée, dont l'histoire est beaucoup plus longue, puisque le nom, du moins, remonte au début des années 60 sous Jean Drapeau, alors que c'est une instance spécialisée pour le Vieux-Montréal. Mais je voudrais aussi souligner qu'aujourd'hui, on a choisi cette date parce que le 16 novembre, c'est également le 50e anniversaire d'autre chose. C'est le 50e anniversaire de la Convention du patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est née de discussions en 1972 à l'occasion d'un premier sommet de la Terre qui s'est tenu en Suède, discussions qui ont été en partie tenues à la Maison-Blanche. À une époque, la Maison-Blanche était un lieu important pour faire progresser l'humanité. Ça n'a pas toujours été le cas dans les années récentes. Et c'est une convention qui réunit les patrimoines culturels et naturels. Et en 2007, donc il y a 15 ans cette année, le Comité du patrimoine mondial a reconnu une dimension très importante dans la mise en œuvre de ces objectifs-là, c'est le rôle des communautés. Donc, on voit que même au niveau international, les questions de participation, d'expertise et de concertation, d'une certaine façon, sont reconnues, pas juste la discussion entre les gouvernements. Je citerai un élément de cette convention qui peut-être mérite d'être gardé à l'esprit, c'est l'article 5 qui parle de mettre, les États sont encouragés à donner un rôle au patrimoine culturel et naturel dans la vie collective et à intégrer sa protection dans les programmes de planification générale. Alors, c'est des phrases qui ont l'air un petit peu générales et vagues comme ça, mais quand on y pense, la planification générale, c'est aussi bien les budgets, l'assignation des ressources par un gouvernement où c'est constituante, et on sait qu'on est dans un système fédéral, donc il y a déjà plusieurs organismes. C'est aussi la question des infrastructures, c'est la question du développement des réseaux de la santé ou de l'éducation. Finalement, beaucoup de choses qui se retrouvent dans les discussions que l'Office de consultation publique a mis en lumière, que le Conseil du patrimoine examine à travers ces dossiers et que le Mont-Royal, comme un lieu particulier doté d'une table de concertation, a eu à traiter. On a 3 invités justement pour discuter de tout ça. Je vous les présente rapidement dans l'ordre de leurs premières interventions. Après ça, on aura un échange et on vous invite à travers la section Q&R ou sur le fil de Facebook à faire des questions dont certaines, on espère, pourront être amenées à nos invités. Tout d'abord, M. Claude Corbeau, qui est un professeur, un auteur, un ancien recteur, mais également qui a été président de la table de concertation du Mont-Royal de 2005 à 2020. Et qui a coécrit avec Michel Courchaine un rapport très important sur le patrimoine dans une perspective justement de projection dans l'avenir. Qu'est-ce que le Québec aurait besoin dans sa modernité pour le patrimoine? Suivra Isabelle Beaulieu, qui est évidemment quelqu'un en sciences politiques, qui a été directrice du bureau du Québec à Washington, pas loin de la Maison-Blanche d'ailleurs, qui est présidente de l'Office de consultation publique depuis quelques mois seulement. Donc, son mandat s'ouvre et on apprécie beaucoup qu'elle soit avec nous. Et troisième intervention de Peter Jacobs, qui est un architecte paysagiste même, qui a été président de la Commission du développement durable de l'Union internationale pour la conservation de la nature et qui est actuellement le président du Conseil du patrimoine de Montréal et dont le mandat sera complété en début de 2023, je crois. Alors, ces 3 personnes ont accepté notre invitation, feront un premier tour de table. Et je tiens à dire qu'on a eu un petit jeu ensemble.
Corbeau, Mme Beaulieu et puis M. Jacobs m'ont tous trois demandé de faire un petit dessin pour agrémenter, enjoliver un petit peu leurs propos. Donc, il n'y a pas eu de grosses dépenses. Là, ça a été fait sur du papier et avec un crayon acheté chez Dollarama. Mais je dois dire que le dessin le plus corsé aura été celui répondant à la demande de Mme Beaulieu. Et je tiens à souligner ça parce que le devoir des commissaires de l'Office, et autant M. Corbeau que Mme Beaulieu et M. Jacobs ont été commissaires à l'Office de consultation publique, donc c'est un trait commun. Il y a un devoir très important qui est presque sacré, c'est celui de demander des explications à tout le monde qui vient se présenter devant eux, pas juste de recevoir ça calmement. Alors, sans plus tarder, M. Corbeau, à vous la parole. Merci. Merci, M. Boumbarou. Merci de cette invitation et bon anniversaire à l'Office et au Conseil du patrimoine. Je suis content de pouvoir contribuer un peu à la réflexion. Mesdames et messieurs, je n'ai pas vraiment de grand titre pour intervenir, si ce n'est une expérience pratique de concertation à la table de concertation du Mont-Royal, mais aussi comme recteur d'université. Et j'ai aussi eu l'occasion de pratiquer la consultation à la fois, une fois pour l'Office de consultation publique de Montréal, plusieurs fois pour différents ministres du gouvernement du Québec, et aussi dans le métier de recteur, on consulte vraiment beaucoup. Alors, je vais vous faire part de certaines réflexions sur l'expérience de la table de concertation du Mont-Royal, parce que je pense que c'est une expérience qui est instructive pour l'avenir. Elle a été créée en 2004, au moment où on s'apprêtait à instituer ce qui s'appelle maintenant le site patrimonial du Mont-Royal. Elle a vécu depuis. Elle a réalisé un premier mandat qui était de procéder à une mise à jour du plan de protection et une mise en valeur du Mont-Royal. Ensuite, d'en surveiller l'application. La table, vous le savez peut-être, est composée de représentants des institutions qui se trouvent dans le périmètre du site patrimonial du Mont-Royal, d'associations, les Amis de la Montagne notamment, et Héritage Montréal, de représentants des 4 arrondissements de la ville-centre et de la ville de Westmount qui ont des morceaux du Mont-Royal sur leur territoire, et d'une variété d'observateurs gouvernementaux. La table a fonctionné, je pense, efficacement parce que les réunions ont été soigneusement préparées, parce que la table n'avait pas à approuver des projets ponctuels de développement, parce que la table pouvait être un lieu d'échange approfondi sur de grands enjeux municipaux gravitant autour du Mont-Royal, et parce que la table s'est fixée comme règle de parvenir à des consensus, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de vote à la table. Et quand le consensus n'était pas mûr, ben, il n'y avait rien. On attendait, on travaillait davantage, on fouillait les questions plus attentivement. Il y a eu des apports importants et il y a encore, je pense, des apports importants d'un lieu de concertation comme la table. D'abord, la sensibilisation réciproque des membres aux préoccupations de chacune. Un partage de connaissances et d'expériences, le développement progressif d'un vocabulaire commun et au-delà de tout ça, je pense une forme de réflexion commune sur un objet auquel tous les membres étaient en quelque manière attachés. Il y a eu un certain nombre de réussites de cette table. La première réussite, c'est d'avoir fonctionné depuis 2005 sans interruption parce qu'il y a eu des moments où c'était difficile, mais ça n'a pas éclaté, ça a continué. Les membres aussi ont été présents de façon continue. C'est important du côté des institutions, c'est important du côté des associations. Et la table a quand même accouché d'une 50aine de consensus. Vous allez me dire 50 de consensus en 15 ou 17 ans, c'est pas beaucoup. Non, mais il faut quand même y construire ces consensus. On a mis au point le plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal qui a été adopté en 2009 par le Conseil de la Ville de Montréal et le Conseil d'agglomération. Et on a développé un certain nombre de consensus sur toutes sortes de sujets reliés au Mont-Royal. Quand je regarde l'expérience à une certaine distance, et ça, c'est des leçons, je pense, pour l'avenir, je pense que l'expérience de la table de concertation du Mont-Royal s'est révélée avantageuse pour chacune des catégories de membres.
Pour les membres institutionnels, la table leur a fourni un cadre serein, calme pour s'expliquer, faire connaître leurs contraintes, faire connaître leurs projets, leurs visions. Ça a permis aux institutions de connaître leurs partenaires et quand on les fréquente régulièrement de proche, c'est plus difficile après ça de les démoniser. Ça a été pour les membres institutionnels une occasion de tester l'acceptabilité de leurs projets. Et dans certains cas, ça a conduit à des changements de projet de la part des institutions. Et pour ceux qui ont été poursuivis, je pense que ça leur procurait une plus grande légitimité. Du point de vue du président qui était le mien, je pense qu'il y avait des avantages aussi pour les membres associatifs. La table était une tribune structurée pour faire valoir leur vision. Ça fournissait aux membres des associations un cadre d'échange avec les partenaires, un accès dans un contexte, encore une fois, relativement serein et calme, d'un accès aux décideurs et une capacité certaine d'influencer la décision. Et finalement, pour les élus, pour dire les choses candidement, une table de concertation du Mont-Royal, ça faisait en sorte que les débats et les échanges autour du devenir de la montagne étaient ordonnés, structurés, plutôt que d'être des manifestations de rue ou des promenades de pancartes. La table pour les élus fournissait aussi l'occasion de tester leurs idées et avec une certaine humilité, d'écouter ce que le milieu pouvait dire et régulièrement d'apporter des changements. Pour donner un exemple très simple, là, il y a eu de très fréquentes discussions sur la réfection de l'échangeur Remembrance-Côte-des-Neiges. On a testé toutes sortes d'idées, toutes sortes de modèles. Et finalement, je pense qu'on est arrivé, en tout cas, c'était comme ça au moment où j'ai quitté la table, on est arrivé à un arrangement, un consensus satisfaisant. Et moi, j'ai occupé des fonctions de direction. Je trouve que c'est important de faire ce genre d'exercice. Tant que si on doit s'avancer sur un terrain, il vaut mieux savoir s'il y a des mines ou non. Et c'est toujours préférable, même du point de vue des gestionnaires, même du point de vue des décideurs, même du point de vue des élus, c'est toujours préférable de savoir à quoi ressemble concrètement le terrain. Donc, l'expérience a réussi jusqu'ici parce qu'elle procurait un certain nombre d'avantages à chacune des parties prenantes. Alors, dans le fond, c'est une démarche différente de la consultation parce que la table de concertation, c'est construire ensemble des connaissances, des visions, des idées. Une consultation, ça se fait de manière différente. Mais je pense que les deux formules, aussi bien concertation, consultation, sont bénéfiques pour les divers intéressés. Ça permet, je pense, une décision politique en meilleure connaissance de cause et ça permet aux élus de savoir ce que le milieu qu'ils sont appelés à gouverner pense, sent, espère, rêve. Et je pense que c'est important pour les élus. C'est peut-être les élus qui sont les plus grands gagnants. Je leur dis volontiers, c'est peut-être les élus qui sont les plus grands gagnants de ce genre de formule de concertation ou de consultation, parce que ça leur permet de mieux comprendre les enjeux. Voilà, merci. Merci, M. Corbeau. Peut-être deux observations. Un, les formules de table de concertation ont évolué. On connaît, il y en a plusieurs types. On a des tables de quartier, donc qui sont souvent autour de la société civile, des organismes communautaires et certains acteurs du milieu. Mais il y a également, pour des grands ensembles, je pense au Canal de la Chine, où il y a eu longtemps une table de concertation également qui couvrait même plusieurs municipalités, c'était avant les fusions. Et maintenant, on a autour du parc Frédéric Bach, là, du complexe environnemental Saint-Michel. Alors peut-être c'est une formule qui méritera d'être regardée à l'avenir. Hein, on en reparlera. Et surtout que dans le cadre du Mont-Royal, c'est une idée qui est quand même en partie une idée des Amis de la montagne. Donc, c'est les organismes qui ont proposé des structures où eux-mêmes on laisse, comme on dit, on laisse les guns à la porte et on essaye de se comprendre plutôt que de se battre. On fera ça dehors. Madame Beaulieu, l'Office de consultation publique a été identifié souvent comme un tiers-lieu, non pas le tiers-État, mais un tiers-lieu. Alors, nous, un tiers vaut mieux que deux, tu l'auras. Non, ce n'est pas ça du tout le proverbe, mais on vous passe la parole puis on vous écoute avec grand intérêt. Merci, Madame Beaulieu. Alors, merci pour cette invitation.
J'aurais beaucoup, beaucoup à dire, mais je vais me concentrer à vous parler rapidement de l'Office aujourd'hui, des défis pour l'avenir. Et avec vraiment un regard institutionnel, on pourrait parler beaucoup de participation et de méthodes de consultation publique. Mais aujourd'hui, mon petit 5 minutes, je vais essayer de résumer ce qu'on est aujourd'hui et les défis pour l'avenir, parce que j'aimerais beaucoup vous entendre ensuite réagir à tout ça. Alors aujourd'hui, on a 20 ans à l'Office. C'est 20 ans de travail pendant lesquels les présidences, les commissaires, les employés ont construit une institution qui est forte et qui est crédible aujourd'hui. C'est à force de travail qu'on nous y sommes arrivés. Je tiens à préciser qu'à la différence d'organismes comme Héritage Montréal ou encore d'institutions comme le Conseil du patrimoine, l'Office ne réunit pas des experts. On n'est pas des experts sur des sujets soumis à la consultation. Nous sommes des experts de l'écoute. Donc, on s'inscrit vraiment en démocratie participative et l'OCPM est un lieu serein pour informer, pour discuter, pour écouter et puis, comme on le dit dans notre jargon, pour harnacher l'intelligence collective. Donc, les commissaires en exercice et tout secrétariat, on s'occupe de ramasser les opinions. Alors, notre objectif est toujours d'identifier dans les projets qui sont soumis à la consultation par le conseil municipal ou le comité exécutif. On cherche à identifier ce qui est souhaitable, ce qui est acceptable et ce qui est inacceptable. Donc, c'est un lieu pour s'exprimer, pour donner son opinion, mais ce qui est important d'ajouter, c'est aussi un lieu pour entendre les opinions des autres. Ensuite, l'OCPM fait des recommandations au conseil municipal avec un but. On cherche toujours à servir le bien commun et à sortir du pas dans ma cour, les NIMBY. Alors, c'est évidemment, modestement, le but d'améliorer les projets en se basant sur les savoirs d'usage, les savoirs des citoyens, les savoirs des organismes. Et puis ensuite, on fait rapport avec une formule qui est écrite pour aider la décision publique. Alors, quand on dit qu'on essaie de trouver ce qui est acceptable, ce qui est souhaitable ou ce qui est inacceptable, j'avais demandé à Adinou de nous faire un dessin pour essayer d'illustrer la différence entre promenabilité puis marchabilité. C'est un peu trop pointu. Je reviendrai là-dessus. Parce que ce qui est acceptable, c'est quand les projets sont marchables, il y a de la place pour les piétons. Mais le cran supérieur, c'est quand c'est souhaitable, c'est quand on atteint un niveau où est-ce que la marche est agréable. Donc, on parle de promenabilité. Et j'emprunte ces concepts à M. Boumbarlot. Un autre exemple de savoir d'usage, pour rendre ça concret, il y a longtemps, je donne toujours cet exemple-là, c'était intéressant, dans la consultation sur le PPU des gares qui était présidée par Jean Paré, les citoyens sont venus nous dire que dans le projet, on avait déménagé les jardins communautaires de Georges-Vanier. Et sur papier, ça avait l'air très beau. C'était dans un nouveau grand parc près de l'autoroute Ville-Marie. C'était carrément dans l'emprise de l'autoroute. Les citoyens sont venus bien nous expliquer que ça n'avait pas de sens. On a donc recommandé de ne pas déménager les jardins communautaires Georges-Vanier. Ils sont toujours à leur endroit. Donc, depuis 20 ans, c'est ce qu'on fait et je crois qu'on le fait bien. Ceci dit, il y a de très gros défis pour l'avenir. C'est des défis institutionnels. Quand on pense à la démocratie, quand on pense à engager les citoyens dans la démocratie montréalaise, et il faut toujours, pour l'avenir, chercher à trouver des façons d'engager les citoyens et de toujours mieux informer dans un monde où, vous le savez, la compétition pour l'espace mental et l'espace d'écran pour leur dire qu'il y a consultation est difficile à trouver. Il faut aussi garder les débats sereins. Pour le moment, l'Office le réussit bien, mais c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit pour l'avenir. Et il faut aussi, je crois, à partir de maintenant, trouver une façon d'outiller les citoyens, donc d'inclure un rôle d'information et d'éducation dans le sens de partage d'informations, pas dans le sens que les citoyens ne savent pas, ne savent rien, c'est dans le sens de mieux les outiller. Pendant des années, on a fait des recommandations en disant au conseil municipal qu'il faut faire du logement social. Maintenant, oui, on le sait, il faut faire du logement social, le conseil municipal aussi. Maintenant, on va essayer de trouver des moyens de mieux développer l'argumentaire et d'outiller les citoyens pour qu'ils puissent faire leurs réflexions. Un autre défi institutionnel, c'est que malgré sa force et sa crédibilité, il est important de souligner que les élus envoient très peu
de mandat à l'Office de consultation publique. Alors, depuis des années, depuis très longtemps, on fait 3, 4, 5 consultations par année. Le chiffre n'augmente pas et on n'a pas plus de mandats. Alors, il y a une question, je crois, à se poser pour l'avenir de la consultation publique institutionnalisée comme celle de l'Office, parce que l'Office est indépendant, est un tiers neutre, et donc on ne travaille pas avec un client. Nous sommes vraiment indépendants, et c'est une force pour la démocratie montréalaise, mais très, très peu de cas de figure de projets sont obligés de venir à l'Office. Donc, on sert, quand le conseil municipal décide de nous interpeller, et je le répète, on ne fait que 4 ou 5 consultations par année, et ça depuis très longtemps. Au tout début de l'Office, il y a eu plusieurs mandats. C'est à l'époque où il était obligatoire, quand on touchait au plan d'urbanisme, de venir à l'Office. Ensuite, pour aller très rapidement, d'autres choses qui nous préoccupent, ce sont les ressources. On a développé beaucoup d'outils au fil des ans, et tous les gens qui m'ont précédé, je parle, les méthodes, les publics, pour que les citoyens s'approprient la ville. Mais il est à noter que le budget est le même depuis la fondation de l'Office. Donc, ce qui veut dire qu'il a même diminué. À la fondation de l'Office, le budget était de 2 millions de dollars et puis maintenant, il est de 2,7 millions. Donc, si on réfléchit au rôle de l'Office, il va falloir réfléchir à ses ressources. L'Office va continuer à faire ses réflexions et ses revendications, mais peut-être que les citoyens ont quelque chose à dire là-dessus. Et finalement, c'est le dossier des suivis. On consulte, mais la ville n'est pas obligée de faire de suivi sur les rapports de l'Office. Et c'est souvent mentionné comme étant encore quelque chose à réfléchir et à améliorer pour que les citoyens puissent un peu savoir ce qui est arrivé de leur voix, de leurs revendications qui se retrouvent dans les rapports de l'Office. Je m'arrête ici parce que j'en aurais plein d'autres choses à dire et puis on revient. Oui, bien sûr. Non, merci. C'est excellent comme point. Merci, Mme Beaulieu. Enfin, pour revenir sur cette image, tout comme celle pour M. Corbeau qui présentait le Mont-Royal depuis la métropolitaine, avec sa confusion entre le Mont-Royal et le Royal-Mont, qui nous rappelle qu'on a beau avoir toutes sortes d'outils pour concerter sur un élément comme le Mont-Royal. Qu'en est-il de sa présence emblématique dans un territoire qui dépasse les limites administrative de la Ville de Montréal? C'est un peu cette image qui nous vient. Et pour votre question absolument réelle entre promenabilité et marchabilité, j'ai trouvé deux emblèmes. Promenabilité, l'emblème, pour moi, c'est le banc public avec une petite fontaine à côté, à l'ombre d'un arbre, avec une vue sur animé, c'est la librairie de la rue de Verdun, toutes sortes de trucs comme ça. Et marchabilité, le symbole, l'objet, c'est le signal qui permet, avec le passage piéton, avec la minuterie. Et c'est beaucoup plus fonctionnel, de A à B. On est dans l'origine-destination, alors que l'autre, on est dans le flanage, qui est le personnage qui permet à la ville de Berlin de s'assurer du bon fonctionnement de son plan de transport. Imaginez-vous que des villes qui ne sont pas réputées comme métropoles culturelles vont ça. Mais là, j'ouvre une autre discussion et je prie M. Jacobs de son droit de parole. Alors, Peter Jacobs, à vous la parole. Merci, Dinou, de m'avoir invité à cette table ronde afin d'imaginer les bornes d'un éventuel conseil de patrimoine d'ici 20 ans. D'entrée en matière, je me demande si vous n'avez jamais passé à travers une friche sur le flanc sud-ouest du parc Mont-Royal, site de l'ancien hôpital Children's. Démoli en 1964, l'imposante complexe des bâtiments soigneusement construit n'existe plus. La nature a repris l'ancien site hospitalier d'origine, disparu depuis 60 ans, qui se trouve maintenant effacé de notre mémoire. Que ferons-nous des traces de patrimoine perdu, de notre patrimoine actuel et celui qui reste à concevoir? Quelle est la place d'un conseil de patrimoine d'ici 20 ans? Au début de nos discussions, je propose d'ouvrir des vins larges, de vous suggérer quelques transformations au paysage actuel qui pourront caractériser le futur parc de patrimoine montréalais.
Je laisserai à découvrir l'éventuelle place d'un conseil de patrimoine à travers nos discussions. D'abord, une transformation technologique. À l'heure actuelle, plusieurs pays demandent aux musées de rapatrier leurs objets patrimoniaux, à l'exemple des marbres grecs d'Elgin en Angleterre. Roger Michel, directeur général de l'Institut d'archéologie numérique, propose les reproduire de manière exacte par impression 3D afin de pouvoir les retourner au lieu d'origine à Athènes, tout en gardant une copie exacte à Londres. La stratégie pose le défi philosophique de l'authenticité du patrimoine, car on se demande si les copies sont des substituts satisfaisants, voire supérieurs aux biens originaux. Si égal ou supérieur, des nouvelles pistes intéressantes s'ouvrent quant aux stratégies de conservation de la mise en valeur de patrimoine. Une transformation sociale, de l'objet à la personne. Faut-il que la problématique et les enjeux de patrimoine soient toujours centrés autour de l'objet plutôt que de l'individu ou la communauté? L'intégration de l'enjeu de bien-être, well-being, au sujet de l'évaluation de patrimoine ajoute un indice intéressant aux critères économiques et urbanistiques des valeurs portant sur le tissu social des communautés. Ne faut-il pas tenir compte des qualités intrinsèques de patrimoine, y compris son diversité et accessibilité à travers l'espace et le temps? Ne serait-il pas possible que l'impact social des actions patrimoniales puisse améliorer la qualité de vie, le sens d'appartenance, le poids de l'individu, l'engagement communautaire? Enfin, une transformation juridique. C'est en février 2021, il n'y a qu'un an, qu'une étude et statut juridique a été accordée à la rivière Magpie par les résolutions conjointes de la municipalité de Mingani et la communauté Innu d'Ekwantishlim. Mondial reconnu pour sa qualité de rafting en eau vive, des résolutions ont été accordées à la rivière le droit de conserver son biodiversité, de couler librement le long de son parcours et d'être représenté par un gardien ou gardienne chargé d'agir au nom de la rivière. À la limite, la rivière pourra prendre poursuite contre Hydro-Québec, par exemple, afin d'éviter son transformation en pouvoir électrique. Imagine l'impact d'un tel cadre légal accordé au fleuve Saint-Laurent, la rivière des Mille-Îles et les ruisseaux et terres humides à travers l'île de Montréal. La reconstitution de nos rivières et ruisseaux d'autrefois, la réalisation des fermes urbaines sur terre étroite, l'augmentation de la biodiversité et la bien-être des paysages en général seront tous à l'ordre du jour. Bien qu'il faille conserver et valoriser notre patrimoine actuel, il faut aussi le concevoir pour l'avenir. Une transformation au processus décisionnel. Lors de ce table ronde, nous sommes invités à concevoir la dynamique des rapports qui entretient les citoyens et décideurs à Montréal. Notons qu'à travers les 3 modèles des rapports actuels, à savoir la concertation, la consultation et le conseil, les rapports, le pouvoir décisionnel reste toujours avec les élus.
Alors, quelle forme de démocratie d'ici 20 ans? Quel avenir à prévoir pour le parc des composants matériels et immatériels de patrimoine montréalais? À mon avis, il faut éviter le modèle REM, qui a fait abstraction de tissus urbains historiques et actuels aux dépens d'un calcul problématique de futur. Il nous faut trouver des stratégies qui vont mieux arrimer les paliers décisionnels quant à la réqualification des ensembles urbains, tels le quartier Bridge Bonaventure, des infrastructures comme le réseau de métro ou le boulevard métropolitain. Il faut aussi instaurer à la suite de la réalisation des projets une évaluation rétroactive afin de mieux connaître si le projet a tenu la route. Un processus plus costaud de suivi, non seulement des initiateurs, mais également des utilisateurs. Un conseil d'ici 20 ans. C'est en 1972 qu'Italo Calvino demandait « Que représente la ville pour nous aujourd'hui au moment où il devient de plus en plus difficile de les vivre comme des villes? » Son réponse, c'est de découvrir les raisons secrètes qui ont conduit les hommes à vivre dans les villes. Raisons qui vaudraient au-delà de toute crise. Serait-il possible qu'une des raisons secrètes qui cherchait Marco Polo à travers les villes invisibles portait sur la conservation et la mise en valeur de son patrimoine? Et de quelle forme et de quelle fonction? Serons-nous confrontés par les éoliens sur la friche de la montagne et dans le fleuve, des panneaux solaires qui brillent sur nos terres et toits, des installations nucléaires au sein de nos quartiers résidentiels? Bien que le patrimoine abrite l'âme et le cœur de nos mémoires, notre patrimoine ne sera plus ce qu'il était. Le Conseil de patrimoine non plus. Merci. Merci, Peter. Un mot sur cette image. Tu m'as demandé une image de façadisme. Alors, j'aurais pu prendre la feuille de papier puis la mettre de côté. J'ai plutôt choisi la rue Peel, dont on connaît bien le slogan Give Peel a chance, mais dans ce cas-ci, c'est Give Peel some substance, parce que si vous vous promenez sur la rue Peel, vous voyez des échafaudages encore aujourd'hui de cette pratique qui nous pose la question, y a-t-il de l'espoir pour réconcilier le patrimoine et les densifications qui ont été imposées par certains à une certaine époque? On en reparlera. Dis-nous, si vous me permettez, j'avais parlé lors de mon petite introduction des marbles grecs d'Elgin en Angleterre et la possibilité de reproduire exactement par 3D ces marbles. Ça porte effectivement le façadisme sur la question d'authenticité de patrimoine et j'apprécie beaucoup le choix de votre dessin parce que la question d'authenticité est effectivement douteux dans plusieurs des cas de façadisme. Oui, c'est un grand sujet, surtout qu'on a très peu de stratégies foncières et de plus en plus, on reconnaît la ville comme paysage. La notion de paysage a été souvent campée dans une perspective de paysage naturel, alors que dans le fond, comme le disait Gérard Baudet, ça n'existe pas un paysage naturel. À partir du moment où on le regarde comme un paysage, on l'humanise d'une certaine façon, donc c'est pas... je voulais peut-être, on a quelques questions qui ont été soulevées par l'auditoire, mais il y en a une qui est un peu, qui touche les trois. Peter Jacob parlait d'authenticité. Il y a un autre mot qui a été introduit l'an dernier dans la loi sur le patrimoine culturel où on a mis le mot authenticité, c'est le mot intégrité.
Et les 3 processus, 3 instances dont vous venez de nous faire une certaine description, partager vos réflexions à leur égard, font preuve d'intégrité au niveau de la capacité intellectuelle, la rigueur scientifique et la patience. M. Corbeau nous rappelait que ce mot avait aussi sa place dans l'exercice. Et une des questions qui nous est venue par rapport à la table de concertation, c'est est-ce que la table de concertation a un statut juridique? Et je voulais juste qu'on fasse le tour là-dessus parce que on a actuellement l'Office qui a sa place dans la charte et qui a été protégé. On s'en réjouit. Ça l'assure d'une certaine indépendance. Le Conseil du patrimoine qui fait l'objet d'un règlement qui dépend d'un certain pouvoir général dans la charte elle-même. La table de concertation qui est un fruit d'initiative. Alors, M. Corbeau, le statut juridique. Le statut juridique de la table n'est pas aussi explicite qu'on pourrait le souhaiter. Il y a des résolutions du comité exécutif de la Ville de Montréal qui ont approuvé de la nomination du président, qui ont approuvé la composition de la table. Et quand le conseil d'agglomération a adopté le plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal, après le conseil municipal de Montréal, il a implicitement prononcé la pérennité de la table. Mais il n'y a pas un document qu'on pourrait sortir en disant voici les 12 articles qui définissent la table. Non. OK. Est-ce que Mme Beaulieu, Peter Jacobs, vous nous, juste une précision, c'est que oui, on est dans la charte, mais dans la charte, très, très peu de cas de figure doivent venir à l'Office. On ne rentrera pas dans les détails, mais c'est juste que les 2 premières années, 2003-2004, beaucoup de projets sont venus à l'Office parce qu'il était obligatoire pour tous les projets qui touchaient le plan d'urbanisme en arrondissement ou à la ville centrale de venir à l'Office. Ce n'est plus le cas. Et c'est pour ça qu'il y a très peu de mandats. Je tiens à souligner que Longueuil, qui vient de créer son office, eux ont décidé que chaque fois qu'il y aura quelque chose qui touche au plan d'urbanisme, tout devra passer en consultation publique. Donc, ce qu'on n'a pas à Montréal. Et à Longueuil aussi, ils ont décidé que ce sont les projets d'agglomération, et c'est pour revenir à ce que vous aviez dit tout à l'heure sur le métropolitain et le chantier de construction à Ville-Mont-Royal. Montréal, ce n'est que la Ville de Montréal. L'Office de consultation publique, ce n'est pas l'agglomération. À Longueuil, ils ont décidé d'aller de l'avant et de couvrir donc l'agglomération. Oui, c'est un office de participation publique, je crois. Je pense qu'ils se sont inspirés de la Ontario Provincial Police pour l'acronyme, mais il faudra sans doute, ce n'est pas leur intention, mais effectivement, il y a des choses à aller chercher. L'Assemblée générale d'Héritage Montréal avait adopté une résolution lors des diffusions pour insister que l'Office et le Conseil du patrimoine soient reconnus disponibles pour travailler à l'échelle de l'agglomération, mais clairement, la tempête politique et les mesquineries ont eu le dessus. Peter, est-ce que on sent une inquiétude par rapport au statut? Parce que nous, on se rappelle facilement du claquement de doigts sur le bureau de consultation de Montréal. C'est quelque chose qui... Et on reviendra, Mme Beaulieu, sur la question du nombre de mandats, parce qu'il y a également plusieurs participants qui le soulèvent. Peter Jacobs. Bon, tout simplement qu'à l'entrée en fonction, il y a 6 ans, le conseil était un peu à porte-à-faux par rapport à son présence auprès du conseil municipal. Ça s'est résolu de façon très positive et je sens effectivement que le conseil municipal est tout à fait à l'appui des avis de conseil. Mais j'insiste que les limites administratives de la ville posent des questions, des problèmes par rapport à la question de patrimoine paysager, par exemple. Donc, les limites ne sont pas forcément cohérentes, si vous voulez, avec la biodiversité, des écosystèmes, des écoterritoires, et donc la question d'arrimage de nos mandats avec d'autres instances qui s'occupent de patrimoine
me semble un défi à regarder à l'avenir, à élargir effectivement l'arrimage entre ces instances aviseurs, si vous voulez. Est-ce qu'il y aurait lieu, parce que là, présentement, la communauté métropolitaine de Montréal, qui est, juste pour rendre les choses plus simples pour les gens qui nous écoutent, là, si on faisait la cartographie de l'organigramme, on verrait que c'est assez garni. Bientôt, il va manquer de main-d'œuvre parce que ce sera plus possible de trouver du monde là, pour qu'il soit indépendamment d'une instance ou de l'autre. Peut-être qu'il faudra concerter tout ça. Mais la communauté métropolitaine de Montréal s'apprête à mettre à jour, actualiser son plan métropolitain d'aménagement et de développement. Est-ce que ça pourrait être quelque chose d'intéressant? Parce qu'on entend ce qui se passe à Laval. On vient de parler du cas de Longueuil. Il y a une expérience plus longue de Montréal dans certains égards, mais le renouveau se produit ailleurs et sur le territoire. Monsieur Corbeau, l'expérience du Mont-Royal est aussi éclairante pour discuter des montérégiennes, par exemple. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui aurait une pertinence qu'on essaye, pas nécessairement de créer une hégémonie du 872 ou du 514, là, on n'est plus du tout dans ça, là, ça se passe ailleurs en Europe et dans d'autres continents, malheureusement, mais est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se faire avec des collaborations métropolitaines, des instances? Par exemple, à Longueuil, il y a également une commission du Vieux-Longueuil qui sera un organisme en patrimoine. Je parle des montérégiennes, vous parlez de l'Office de participation à Longueuil. À Laval, il y a des choses qui se passent. Est-ce que c'est quelque chose qui a été exploré de vos côtés? Ben, pour Montréal, c'est tout nouveau là, qu'il y a l'Office de Longueuil. Ils sont en démarrage. Ils ne sont pas encore tout fait. Et à Laval, ce n'est pas du tout, c'est pas du tout ça. Là. Ce sont les élus qui mènent les consultations publiques. Nous, on est un tiers neutre. Oui, et oui. Ce qui est très important pour l'Office, c'est son tiers neutre. Alors, on est très, très heureux de voir qu'il y a une autre ville qui vient de s'en inspirer, et c'est Longueuil. Mais c'est les seuls. Tous les autres, bon, il y a Sherbrooke qui réfléchit, il y a Gatineau qui avait réfléchi, qui ne l'a pas fait. La force de l'Office, c'est d'être un tiers neutre. Donc, quand les élus nous donnent un mandat, les gens qui viennent s'exprimer devant nous savent qu'ils le font dans un cadre entièrement neutre, ils ne sont pas en train de parler aux élus, ce qui est complètement différent. Donc, il n'y a pas pour le moment, il n'y a pas de collaboration là, avec d'autres personnes qui ne font pas ça. Par ailleurs, nous, on a peu de mandats, mais peut-être parce qu'on est un tiers neutre. Les arrondissements consultent. Bon. Mais la consultation peut prendre différentes formes. La force de l'institution OCPM, c'est qu'elle est neutre et indépendante. Tous les autres processus de consultation, ce n'est pas tout à fait aussi clair que ça. Et la Ville peut choisir qu'est-ce qu'il nous envoie. Je l'ai vu dans les questions, quelqu'un demandait, c'est obligé que les PPU viennent en consultation? Non, jamais, c'est pas obligé. Est-ce que les arrondissements peuvent en envoyer en consultation? Il faut que les élus le demandent au conseil municipal, et oui, ça peut venir. Mais donc, nous, c'est que notre institution, elle est un tiers neutre. On n'est pas une firme qui menons une consultation pour le service de ci ou de ça de la Ville. Et vous n'êtes pas sur le neutre non plus. Moi, c'est effectivement la question de ce qui s'en va à l'Office. Il y a un mot qui est ressorti dans vos trois intervenants, c'est le mot projet. Et M. Corbeau a rappelé que la table a réussi parce qu'elle n'avait pas à se pencher systématiquement sur les projets. L'Office existe pour entendre, bonifier et analyser à la lumière des représentations qu'il reçoit des projets. Le Conseil du patrimoine travaille également pour donner des avis sur des projets. Est-ce qu'il y a moyen par exemple, il y a des projets qui, nonobstant la question d'autre chose que les projets, parce qu'on pourrait avoir des consultations sur des politiques, on a le droit d'initiative qui tient à Montréal, qui a permis de tenir des consultations sur des thématiques, l'agriculture urbaine, par exemple, qui n'était pas un projet en soi, mais qui était une façon de réfléchir de manière organisée, structurée et collectivement.
est-ce que si on a des projets, par exemple, il y a des projets qui sont conformes au plan d'urbanisme, mais qui vont nécessairement avoir des impacts. Est-ce qu'on doit constamment, enfin, je ne veux pas vous mettre dans l'embarras, mais on a l'impression que c'est seulement la dérogation qui éventuellement permet d'envisager la discussion publique, alors que dans certains cas, elle serait utile, nonobstant, compte tenu de la nature des impacts, même si ce n'est pas dérogatoire. Est-ce qu'il y a des réflexions qui ont été faites là-dessus? Est-ce qu'on a un point de vue? Dans le cas Mme Beaulieu, oui? Juste rendons à César ce qui est à César. Il y a quand même pas mal de nos consultations qui sont des consultations en amont. Alors, je crois que ça recoupe un peu l'idée que vous soumettez, d'aller réfléchir, non pas en termes d'une dérogation, on est pour ou on est contre, mais d'aller réfléchir à la ville, à son environnement, à qu'est-ce qu'on veut y mettre et retrouver. Donc, je crois que ce que nous, on appelle les consultations en amont, donc c'est avant les projets, ce sont des consultations de réflexion. Alors, ça, l'Office en fait, le fait bien et les citoyens y participent. Alors, oui, c'est tout à fait possible et c'est souhaitable. Si je peux enchaîner Monsieur Corbeau, allez. Si je peux enchaîner avec cette question en amont, le CPM a effectivement une philosophie, si vous voulez, de vouloir bonifier des projets plutôt que de les faire descendre ou de commenter si oui, sinon ils sont conformes au règlement. La bonification des projets amène à un processus itératif de design. Et ces itérations, d'après moi, c'est vraiment une piste à valoriser. Comme par exemple pour le parc Mont-Royal, pour le parc Jean-Drapeau, pour la place des Montréalaises. Le CPM a eu à peu près 4 ou 5 séances successives à travers le temps afin de discuter le va-et-vient et l'amélioration progressive des designs. Et ça, je trouve vraiment très important que ces instances consultatives soient itératives et pas un guichet unique. Tu passes ou tu coules, merci beaucoup. C'est plutôt d'entrer dans un dialogue qui a comme objectif la bonification de projets à l'étude. L'expérience de la table de concertation du Mont-Royal a permis, si vous voulez, si je peux le dire, des démarches itératives comme celles auxquelles réfère M. Jacobs. Par exemple, l'échangeur Remembrance-Côte-des-Neiges. Le projet est revenu plusieurs fois à la table et à chaque fois, je pense que la discussion a mis en valeur des éléments nouveaux ou des considérations qu'il fallait prendre en compte. Et au total, ça va probablement mener à un meilleur projet. Maintenant, soyons quand même un peu modestes. Aujourd'hui, nous, les élus, les groupes, nous poussons des idées, nous prenons des décisions sur certaines questions qui nous paraissent sages comparativement au passé. Il vaut peut-être mieux qu'on ne soit pas là, M. Jacobs et moi, dans 50 ans, quand les gens jugeront ce dans quoi nous avons trempé. Alors donc, vous savez, il faut faire preuve d'une certaine modestie. Sur la question que vous souleviez avant concernant une structure comme l'Office de consultation publique de Montréal ou le Conseil du patrimoine à l'échelle, on appelle ça comment, pas l'agglomération, mais la vaste métropolitaine. Moi, je ne suis pas absolument sûr que les organismes devraient être uniques, mais il serait peut-être intéressant, cependant, que l'expertise et les ressources, jusqu'à un certain point, puissent être partagées de manière à ce que la connaissance qui se développe dans un coin puisse servir ailleurs. Et en ce sens-là, je pense que l'Office de consultation publique de Montréal est l'équivalent de Longueuil. Ils peuvent se parler utilement, échanger des choses. Même chose du côté du patrimoine. Mais il faut aussi, quand les structures deviennent énormes, les citoyens et les citoyennes sont perdus.
Ce n'est pas simple à Montréal, hein, parce qu'il y a l'arrondissement, il y a la ville de Montréal, il y a le conseil d'agglomération, il y a la communauté métropolitaine de Montréal. Ça fait combien d'étages? Ça fait 4 ou 5 étages de décision. Le simple citoyen qui paye des taxes se demande toujours si c'est bien utilisé. Si je peux aussi ajouter, je trouve que le partage d'informations et d'expertise est certes une piste à développer. En tant qu'instance de la Ville de Montréal, le Conseil reçoit énormément des documents des professionnels sur les projets qui sont d'une valeur importante sur le plan historique et actuel. La qualité de ces documents reste sur les tablettes et ne sont disponibles du tout auprès du public. Ce qui fait l'Office de la consultation publique de Montréal avec leur bibliothèque, c'est que toute cette information est disponible. Malheureusement, au sein du Conseil, notre bibliothèque est privée. Je le regrette beaucoup parce que ces études sont d'une valeur vraiment immense auprès des universitaires, des étudiants, des professionnels et malheureusement, ils restent un peu cachés. Je pense que c'est une autre piste qui mérite d'être développée, c'est le partage d'informations. Mais ça, c'est un vieux contentieux, Peter Jacobs, parce qu'on demande ça, ça fait depuis des décennies qu'avec des fonds publics ou avec des fonds privés, mais à la demande d'un processus décisionnel qui, lui, est public, des études patrimoniales sont faites qui ne sont pas, qui restent scellées. L'Office a fait une œuvre géante c'est un droit humain. Là. On peut bien travailler donner un droit de personne au fleuve Saint-Laurent, mais si on n'a même pas accès à l'information comme ça devrait être le cas dans un pays démocratique, on a un problème. Mais effectivement, c'est un grand chantier qui devrait être... moi, j'entends cette notion d'itération, cette notion de processus patient et tout ça, et je me pose la question, comment est-ce que vous voyez la place de l'urgence? On est dans une société, et je ne parle pas juste des administrateurs ou des gens qui élaborent des projets publics, l'échangeur, c'est quand même un projet public, tout ça, mais la société qui est prise d'une certaine impatience, par exemple, devant les changements climatiques ou les injustices, une évolution de valeur qui est assez rapide. Est-ce que les processus ont une robustesse pour tenir compte de ça ou ils se situent dans un temps parallèle? Comment est-ce que vous voyez ça? Peut-être, Mme Beaulieu, est-ce que c'est des choses que vous saisissez à l'occasion? Là, il y a beaucoup, on voit la récente consultation sur la réflexion 2050, le projet de ville. Il y a une très grande participation. Est-ce qu'il y a un indice, les gens, par rapport à ça? Mme Beaulieu, M. Corbeau? Chez nous, c'est quelque chose qui nous habite depuis des années. On espère juste être toujours meilleur pour sortir les rapports plus rapidement. Mais notre temps est quand même très court à l'Office. Je suis toujours impressionnée avec les centaines et les milliers de personnes qui participent. Nos rapports sortent en 5-6 mois, pas pour Réflexion 2050, parce que la Réflexion 2050, c'est la démarche comme telle. Elle était très, très touffue, avec beaucoup d'outils. Alors, pour ce qui est de l'urgence, on le sent, oui, bien sûr, de la part des citoyens, de la part de la ville. On aimerait que les processus aillent plus vite, mais ce n'est pas quelque chose qui mine nos processus. Nous, je reviendrai plutôt en arrière. Ce qui est toujours un défi, c'est l'information. Comme le mentionnait Peter de façon très intéressante, on a un gros rôle d'information à l'Office. Et il va falloir toujours mieux informer les citoyens que l'information qu'on met à disposition des gens est produite par la Ville. Si la Ville fait mal l'information, les contenus, il faut toujours mieux expliquer que ce n'est pas l'Office qui a produit ces contenus-là. Donc, on a ce défi-là.
Et on a le défi donc de rendre l'information accessible aux gens. Et pour outiller les gens, pour que les processus de consultation soient toujours le moins lourds possible, parce qu'on ne veut pas être dans trop de formalisme et trop de difficultés, je crois qu'il faut toujours améliorer l'information aux gens, comment participer, comment transmettre son opinion et utiliser, bon, on fait beaucoup d'innovation technologique et on va continuer à le faire là, à l'Office. Mais probablement qu'il faut aussi mieux outiller les citoyens dans leur réflexion et mettre à disposition de l'aide aux citoyens pour qu'ils puissent exprimer leur opinion sans que ce soit trop lourd à le faire. Donc, nous, on est plus préoccupés par l'agilité que par la rapidité. Oui. Merci. M. Gorbeau? À propos d'urgence, je ne sais pas exactement dans quel sens vous employez le terme. Est-ce que c'est une affaire qui doit être réglée rapidement ou une affaire à laquelle on doit s'attaquer rapidement? Dans le cas je vais vous donner un exemple. Il s'adonne que je suis membre du Conseil supérieur de l'éducation. La loi prévoit que lorsqu'on doit faire un changement dans un règlement des études, le ministre responsable va demander un avis au Conseil supérieur de l'éducation. Pendant la pandémie, il a fallu à plus d'une reprise réagir à des suspensions d'avis, de règlements ou des ajouts au règlement pour composer avec la pandémie, faire en sorte que l'éducation continue à fonctionner. Ben, écoutez, on s'est réunis plus souvent, le Conseil s'est réuni plus souvent, il a essayé de faire des avis ponctuels sur des enjeux particuliers, urgents, dans l'urgence. L'urgence, ça prend toujours un minimum de temps, mais c'est possible. Sauf qu'il faut servir des problèmes, puis il y a des enjeux qui sont des enjeux à plus long terme. Et ceux-là, ben, il faut procéder à un rythme qui permet aux gens de s'approprier l'information, de la digérer, puis d'exprimer des choses. Puis à ceux qui font les consultations, de ramasser ça pour redonner un avis. C'est une question d'organisation surtout. Oui. Ben moi c'était surtout pas pour mettre le poids sur les organismes ou les instances, mais on voit qu'il y a déjà, il y a peu de dossiers qui se retrouvent obligatoirement à l'Office ou dans des instances consultatives. Si on a une classe politique qui se sent soudainement investie d'une quête noble et juste pour régler un problème, que l'équivalent d'un météore qui tombe, qui va nous frapper subitement, on risque d'avoir des courts-circuits vers des décisions un peu plus expéditives. Et plusieurs projets, pour faire des bonnes solutions, des fois, il faut prendre le temps de le faire avec des gens autour de la table. Là, et aussi, les valeurs des sociétés évoluent. Là. Il y a une des questions qui a trait, par exemple, à l'adaptation, à l'accessibilité universelle. Ce n'est pas un projet, c'est une politique générale. Quelles sont les conséquences pour un paquet de sites, de biens, de la viabilité? Je ne sais pas. Enfin, il y a plein de questions que ça pose qui sont tout à fait légitimes, qui étaient complètement ignorées il y a une génération peut-être. Et enfin, c'est cette question d'impatience que notre société peut manifester de plus en plus à l'égard des mécanismes qu'elle s'est même dotés pour éviter les gaffes que le passé avec lesquelles le passé nous a mis dans le trouble. Et une autre question qui me vient, c'est quelle est la place pour l'avant-garde dans tout ça? Alors, on se tourne vers l'avenir, on a souvent des solutions que peut-être une personne entreverra alors que la majorité sera obsédée ou préoccupée par d'autres dimensions. Est-ce qu'on peut voir des choses, je ne sais pas, je pense que la concertation, quand les gens prennent le temps de travailler ensemble, il y a une possibilité d'imaginer des choses ensemble. La consultation, on a vu des exercices créatifs s'intégrer dans plusieurs, je pense au PPU des Faubourgs, par exemple, où il y avait des démarches. Le parc Jean-Drapeau également a fait, il y a eu un appel à l'imagination, pas juste à l'opinion, au point de vue. Et le Conseil du patrimoine a certains échanges. Comment est-ce que vous voyez j'emploie le terme avant-garde, ce n'est pas pour faire mon frais en art contemporain, là, mais c'est juste que dans le fond, il y a une possibilité d'imaginer l'avenir à travers des solutions qui peuvent venir d'enfants aussi bien que d'étudiants, étudiantes. Madame, vous me permettez,
je vais vanter le travail de l'Office. On vient dans le cadre de la réflexion 25 ans, de travailler avec avec la ville, avec le service culturel de la ville de Montréal, qui ont tenu, là, le chiffre m'échappe, je pense, une trentaine d'activités culturelles et de création artistique avec des enfants pour imaginer la ville de demain. Donc, nous, on y travaille à aller vers différentes générations et on se donne le droit d'essayer des processus et si ça ne fonctionne pas, d'en essayer d'autres. Et donc, c'est comme ça qu'on voit l'avant-garde, c'est comme ça qu'on voit l'innovation. Et là, dans 2050, on a essayé beaucoup de techniques différentes d'idéation, de réflexion. Une question, est-ce que les milieux artistiques participent à l'Office? Parce qu'on dit dans notre société, l'avant-garde, c'est la recherche, mais c'est aussi les milieux artistiques. Puis des fois, on a l'impression qu'ils je sais pas, ils ne sont pas très participants. Ils ont leur canaux de communication. Ils ont Culture Montréal, ils ont leur relation avec les élus. Et nous, on s'adresse plus aux citoyens. Mais au niveau culturel, on a toujours des groupes de citoyens qui viennent nous présenter des dessins, des chansons, on en a, mais c'est les citoyens. Les artistes plus établis ont leur canaux de communication. Dis-nous, bien que je n'ai jamais pu maîtriser la langue de Molière, je vous propose une petite nuance. Ce n'est pas forcément l'avant-garde plutôt que l'innovation qui est en cause. Et d'après moi, les innovations telles que le statut de personne à la nature, des choses comme ça a été discuté depuis 1962 par Lawrence Tribe, un juriste à Harvard. Mais ce sont les gens d'innovation dans les moyens par lesquels on traite de notre milieu qui auront, d'après moi, des véritables impacts sur l'avenir. Et l'avant-garde, évidemment, c'est plutôt une question artistique dans certains sens, mais lors des discussions sur la repeal, par exemple, le rôle des Premières Nations a été discuté, débattu, et les artistes, je pense, des Mohawks, ont proposé des solutions pour marquer le territoire qui était autrefois partie de leur territoire, si vous voulez. Donc, ce sont des innovations, d'après moi, qui vont animer un futur positif, optimiste et d'avant-garde, finalement, qu'il nous faut discuter avec une chose qui est essentielle. Il faut accepter que ce n'est pas toutes les innovations qui vont réussir. Il faut accepter des faillites, des choses qui ne marchent pas et d'accepter ça comme faisant partie également de l'itération d'innovation. C'est l'intérêt d'organismes comme les conseils ou les tables de concertation d'être un lieu qui permet à toutes sortes de gens de dire toutes sortes de choses qui sont parfois hétérodoxes. Oui. Mais c'est parce que moi je suis convaincu qu'il faut les deux. Il faut à la fois ce genre de lieu, l'Office de consultation publique, le Conseil du patrimoine, des tables de concertation, pour faire sortir des idées, faire en sorte que les gens se parlent. Il faut des lieux pour prendre des décisions. Les décisions doivent être prises par les élus. Oui. Si ce ne sont pas les élus qui prennent les décisions, là, on n'est plus dans une société démocratique. Les élus, au moins, ils sont imputables. On peut les mettre dehors après 4 ans ou après 3 ans. Mais les élus ont des contraintes de différents genres qui font qu'ils sont moins à même d'explorer les choses absolument étonnantes, nouvelles, novatrices, innovatrices, ainsi de suite. Alors, il faut les deux et une interaction entre les deux. Maintenant, les gens qui sont porteurs d'idées complètement innovatrices sont exposés à un mur qui s'appelle le scepticisme. Mais il faut vivre avec ça, au sens où il faut que des gens soient libres de pousser leur réflexion le plus loin possible.
Puis à un moment donné, il y a des choses qui sont faisables, d'autres qui sont moins faisables. Il faut trancher, puis ça, c'est le rôle des élus. Les élus, c'est dans leur propre intérêt d'écouter ce que le monde dit. C'est vraiment dans leur propre intérêt. Moi, j'ai été 15 ans recteur d'une université et ce que je trouvais le plus difficile, c'était d'arriver à savoir ce que les gens pensaient. Puis d'essayer de me représenter l'humeur. C'est la même chose pour un élu. Et c'est important que les élus écoutent les gens qui ont des choses à dire. Pas obligé de retenir toutes les idées, mais les écouter parce qu'on ne sait pas si ça peut mener à des choses utiles à la longue. D'où l'importance des structures comme celle dont nous discutons aujourd'hui. Peter, oui, il y a plusieurs des questions, d'ailleurs, je tiens à m'excuser. Il y a beaucoup de questions qui sont là, qui mériteraient en soi une table ronde. Là, c'est des sujets de... je pense qu'on pouvait voir ça. Là, je pense aux questions d'Éric Michaud qui a pris, et non, je le salue pour le temps qu'il a mis à les rédiger dans un excellent français. Et donc, on ne pourra peut-être pas tout aborder aujourd'hui. Je pense que notre heure vient à échéance, mais la part des choses entre le technique, parce que tous ces processus ont des technicalités que certains se plaisent à comprendre, à ajuster, tout ça, et c'est important. Il y a une mécanique derrière tout ça, mais il y a également un esprit. Puis peut-être un dernier tour de table avant de conclure sur quels seraient les messages à laisser. Enfin, on ne sera pas là dans 50 ans. Là, je serais content, j'ai fait ma part. Là, je vais laisser le monde à d'autres. Mais est-ce que sur les questions de consultation, de conseil, de concertation, il y a le mot qui a été également avancé de collaboration. Et je vous inviterai aussi sur la question de la recevabilité, parce que l'acceptabilité sociale, c'est une chose, c'est comme le dernier mot aux élus, ça peut il y a beaucoup de considérants là-dedans. Mais la recevabilité, est-ce que ça vaut la peine de discuter de quelque chose dans l'état où on est maintenant? Peut-être c'est des... Alors, peut-être Peter Jacobs. Bon, très rapidement, de toute évidence, nous avons que gratter la surface de la problématique à l'étude. Je reste quand même très optimiste par rapport à l'esprit d'écoute qui se trouve enraciné dans les rites et rituels de la ville. Je trouve qu'on est loin d'être sourde par rapport à des interventions des citoyens. Et je reste, comme je vous avais dit, très optimiste à ce qui concerne les processus itératifs de discussion démocratique en ville. Je pense qu'il faut lever le verre aux élus, autant bien qu'aux experts, les universitaires, les citoyens. Je trouve que l'esprit montréalais est quand même assez ouvert. OK, donc on a confiance dans notre société aussi, c'est ça que tu nous dis. Tout à fait, tout à fait. Merci. Monsieur Corbeau, dans nos institutions. Dans nos institutions, ben, écoutez, les institutions sont des choses qui sont porteuses de traditions, d'histoires, de contraintes de toute nature. Je pense qu'on ne peut pas vivre sans ces institutions-là parce qu'elles apportent des réponses à des questions. Mais sur la question de la consultation, de la participation, de l'implication des citoyens, j'aimerais citer le philosophe Aristote qui, il y a 2400 ans, n'était pas un partisan de la démocratie à une époque où la démocratie est en voie de disparaître en Grèce, mais il disait, dans le fond, quand les gens débattent, ils ont chacun des idées, ils apportent chacun quelque chose et il finit par sortir probablement des éléments utiles de ces échanges. Ce que je voudrais dire, moi, aux élus, c'est n'ayez pas peur des processus consultatifs, n'ayez pas peur des processus délibératifs. On va vous laisser la décision, vous les prendrez les décisions, mais tâchez de les prendre en sachant ce qui se passe sur le terrain, ce que l'on sent, ce que l'on ressent, puis ce que l'on veut.
Et après ça, ben, vous casserez la tête pour réconcilier la désirabilité du possible et la possibilité du désirable. Merci. Et Madame juste Beaulieu? quelques mots en terminant, mais je ne vais pas répéter ce qu'a dit Peter. C'était très intéressant sur l'innovation et l'itération. C'est ce qu'on essaie de toujours faire à l'Office. Et aussi tout ce qu'a dit M. Corbeau sur la démocratie. C'est très, très important de souligner que les décisions appartiennent aux élus et nous leur apportons des idées, des recommandations, mais c'est les élus qui portent la décision. Et je sais que des fois, il y a des gens qui disent qu'il faudrait plus faire de la participation puis de la co-construction. Non, ce sont les élus qui représentent la démocratie à Montréal et à l'Office, on y tient beaucoup. En terminant, ben, je voudrais dire que oui, on est positif, on a l'habitude de discuter à Montréal et on le fait bien. Mais je tiens à réitérer qu'on a des défis vers l'avenir parce que oui, on a développé des bonnes méthodes, des bons outils, mais à l'Office, on stagne depuis 20 ans, ben, depuis même 20 ans. Il faut plus de ressources et plus de consultations. Et ça ne s'est pas développé davantage. On a développé, nous, nos savoir-faire. Nos commissaires sont excellents, le secrétariat est excellent. Mais la Ville n'a pas donné plus de ressources ni plus de mandats à l'Office. Donc, je crois que ça, il faut s'interroger, il faut continuer à réfléchir à ça. Comment faire pour l'avenir? Bien, ça touche plusieurs des questions. Là, je sais qu'il y a un commentaire qu'on a eu dans la boîte qui observait qu'on avait peut-être lu qu'une seule question, alors qu'on en a abordé plusieurs qui ont été soulevées par le public. Mais ça posera la question du rapport de force sur ce que la société veut comme démarche, comme processus, et ce que la société comprend. Parce qu'effectivement, si on met tout ça ensemble, le terme sera peut-être plus familier à Peter Jacobs. On a presque affaire à un écosystème d'instances face certains diraient une jungle, certains apprécient les liens, sont capables de le voir, mais ce sera important peut-être que, qu'est-ce qu'il y a dans les écoles sur la ville, sur les façons de discuter? Monsieur Corbeau, vous avez présidé une commission, une consultation publique sur la Charte montréalaise des droits et responsabilités, qui est un document assez exceptionnel, puisqu'il met ensemble les droits et les responsabilités. C'est plus difficile pour une rivière de nous démontrer, d'établir sa responsabilité, parce que dans le fond, on est responsable, mais pour comment est-ce que la population comprend tout ça? Moi, ce que je saisis, enfin, au nom d'Héritage Montréal, j'aimerais vous remercier tout d'abord, Mme Beaulieu, M. Corbeau, M. Jacobs, d'avoir pris un peu de temps ensemble. Je remercie également les nombreuses personnes qui nous ont suivis sur le Zoom et peut-être sur Facebook également. Pour les gens qui aimeraient réécouter, ce sera disponible sur Facebook. Ne me demandez pas comment, là, ça me dépasse. Moi, je suis juste du 20e siècle. Mais je note aussi que ça mériterait peut-être qu'on ait un deuxième échange pour suivre la discussion. Alors, peut-être qu'on vous recontactera. Il y a plusieurs des questions qui ont été soulevées qui mériteraient effectivement qu'on poursuive la discussion avec votre éclairage et vos expériences. On vous remercie. On souhaite à tout le monde qu'est-ce qu'on peut dire, que le mercredi soit avec vous. Un bon 50e de la Convention du patrimoine mondial pour les gens qui s'intéressent à ce sujet, qui nous touche tous, parce que si, comme disait l'autre, on n'en a pas tellement de plan B par rapport à la planète. Alors, on vous remercie et on vous souhaite une bonne continuation. Madame la Présidente, Monsieur Corbeau et Monsieur Jacobs, bonne fin de mandat à vous. Et bon avenir à l'Office. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.